L'année et demie où il y a eu le royaume arabe de Damas, il est incapable de faire face à ces partisans qui sont des partisans qui ne sont pas informés par lui sur sa politique, car il a peur de leur dire qu'il a signé un accord avec Clémenceau. Donc, le général Gouraud, qui est le haut-commissaire français, est chargé de faire respecter les accords signés. Faisal ne le dit pas à ses partisans, et pendant 1 an et demi, ça a été un jeu de cache-cache qui a fini par éroder le premier nationalisme arabe avant celui de Nasser. Et donc, les milieux coloniaux se renforcent avec un des représentants qui s'appelle Robert Dequet de Saint-Émour, et ce sont eux qui vont l'emporter et diviser les pays du Levant sous mandat français sur une ligne qui n'est pas la base majoritaire musulmane sunnite que j'ai évoquée, mais les minorités, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes. Et donc, ils vont prendre la ligne la plus facile pour eux, avec leur clientèle maronite du Mont Liban, ils vont faire un grand Liban au détriment de l'arabisme. C'est un des premiers moments fondateurs où on a indexé les règles d'équilibre, au lieu d'avoir une alliance du fort au faible, de la majorité aux minorités, on a fait en sorte de mettre les minorités au pouvoir. Ce qui a, depuis ce moment-là, et c'est pour ça que j'insiste sur les lignes d'intelligibilité des phénomènes, ça a mis la majorité, depuis 1920, date où le mandat a été attribué, j'arrive au thème qui m'a été proposé, date au moment duquel les mandats vont être accordés à la France et à la Grande-Bretagne. Et pour la France et la Grande-Bretagne, ça sera la même politique. C'est-à-dire, au lieu de rester dans le respect de ce qu'ils avaient promis aux Arabes, ce qui va être un des éléments durant tout le siècle de contestation de la politique occidentale, et qui ont fait des accords Sykes-Picot quelque chose qui a humilié à la bataille de Maïsaloun les Arabes et les musulmans. Car à l'époque, on parlait davantage dans l'Empire ottoman et dans les milieux occidentaux, on parlait davantage d'arabe, de nationalisme arabe que d'islamisme. Et cette politique de déséquilibre, où on a inversé les règles d'équilibre, a abouti très vite en Égypte à la constitution en 28 des frères musulmans. Et pour ma part, je pense que c'est historiquement, dans le phénomène de longue durée, le moment où on commence à voir les racines de la montée de l'islamisme. C'est-à-dire où on a inversé les règles d'équilibre. Ça va se retrouver ultérieurement durant tout le mandat français, car qu'est-ce que c'est que le mandat français, si ce n'est un système néocolonial dans lequel, au lieu de parler de colonialisme, on dit qu'on va conduire un peuple qui est déjà assez évolué, mais qui est encore adolescent, qui a besoin d'une tutelle. Et le mandat est en quelque sorte le moyen par lequel le tuteur va conduire l'élève à la majorité et à l'indépendance. C'est ça les mandats. C'est un système que le président Wilson, qui a été à un moment donné à la conférence de la paix l'inspirateur de ce modèle, a pris du général Smuts, qui était le ministre de la Défense sud-africain, qui a inventé donc un système néocolonial des mandats. Et donc les mandats, ça va être attribué à la France en Syrie et au Liban, sur la base des minorités. Au lieu que la Syrie soit un État unitaire après la bataille de Maïsaloun, on l'a divisé en 3 États. L'État de Damas, l'État d'Alep et le gouvernement des Alaouites. Puis par la suite, on a fait un 4e État qui est l'État du Djebel Druze. Le Liban a été exagérément agrandi par rapport aux demandes que les nationalistes libanais avaient fait, car pour la France, la clientèle chrétienne était acquise. Donc on n'a pas tellement tenu compte ni des avis, ni des vœux réels du chrétien libanais, qui est aussi bien maronite que grec catholique que grec orthodoxe. Et cette politique va, durant les années de mandat qui vont de 1920 à 1946, être une politique de déséquilibre, où les nationalistes arabes vont réclamer à la France en Syrie divisée leur reconnaissance unitaire pour que la France reconstitue. Ils ont d'abord fait une fédération, ils ont ensuite fait une république, mais ils continuaient à dénier à cette région sous l'égide de la France toute forme d'autonomie et d'indépendance, jusqu'au moment où, durant la guerre, les Anglais et les Français, sur une toile de fond que je ne décrirai pas non plus, ont dû intervenir en 1941 parce qu'il y avait un gouvernement vichiste en Syrie et au Liban, et que le général de Gaulle, avec Churchill et les Anglais, ont fait en sorte, malgré une lutte fratricide entre Français de Vichy et Français de pétinistes, de reprendre la main en Syrie et au Liban. Du côté de l'Irak et de la Palestine, c'est la même politique de division, parce qu'en Palestine, on a mis 2 nationalismes en présence, le nationalisme palestinien
qui était naissant, et le foyer national juif et le nationalisme sioniste qui était également naissant. En Irak, on peut dire, mais non, comment en Irak les Anglais n'ont pas fait une politique sur la base des minorités? Mais pas du tout, c'est exactement la même chose. Car ils ont placé, déjà à l'époque, bien avant Saddam Hussein, et ce que nous allons voir par la suite, ils ont placé à la tête de l'Union européenne, et un pays partenaire méditerranéen, et également d'élargir le partenariat à 4 pays qui sont riverains de la Méditerranée, mais qui ne sont pas du Sud, qui ne sont pas de l'Union européenne. Il s'agit de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro et de Monaco. Ce sommet a donné lieu à l'adoption d'une déclaration qui prévoit 2 éléments principaux. Tout d'abord, un partenariat renforcé avec une impulsion politique donnée au plus haut niveau. Décision que des sommets se tiendront tous les 2 ans. Le format donc est élargi à l'ensemble des pays méditerranéens. Et la nouvelle forme de gouvernance doit renforcer la co-appropriation du processus par les pays du Sud. Elle permettra le lancement de projets concrets à caractère régional. Deuxième grand axe, la définition et la mise en œuvre de projets pour relever les défis communs autour de 6 thématiques. L'environnement, notamment la dépollution de la Méditerranée, le transport, les autoroutes de la mer et les autoroutes terrestres, la protection civile, énergie, enseignement supérieur et recherche. Enfin, développement des entreprises, donc dans le domaine plus spécialement économique. Il ne s'agit donc plus simplement d'aider les pays du Sud, mais bien de travailler ensemble sur des projets d'intérêt commun menant à plus long terme à une transformation de la Méditerranée en un, je cite, espace de paix, de démocratie, de coopération et de prospérité. Moins de 4 mois plus tard, après le sommet de Paris, la réunion ministérielle de Marseille s'est tenue les 3 et 4 novembre pour déterminer les questions de substance sur le mode de fonctionnement et le siège du futur secrétariat, ainsi que les éléments de gouvernance. Qu'est-ce qu'on peut retenir donc de cette réunion ministérielle de Marseille? Tout d'abord, tout un ensemble de décisions en matière politique. Tout d'abord, le règlement de la participation de la Ligue arabe au débat de l'Union pour la Méditerranée. Les ministres ont décidé que la Ligue arabe participerait désormais à toutes les réunions, à tous les niveaux. Deuxièmement, une déclaration sur le contexte politique. L'importance de l'initiative arabe de paix a pu être évoquée dans un texte qui a été accepté par Israël pour la première fois depuis 2005. Par ailleurs, le texte adopté a souligné le soutien apporté par les États de l'Union pour la Méditerranée au processus d'Annapolis aux États-Unis et rappelle au respect de la feuille de route sans prendre de mesures unilatérales qui compromettent les négociations. La déclaration de Marseille salue également les discussions indirectes sous l'égide de la Turquie qui se tiennent entre Israël et la Syrie, ainsi que l'établissement des relations diplomatiques entre le Liban et la Syrie. C'est également l'occasion d'un changement de nom du processus, et c'est la première fois donc on parle, à strictement parler, d'Union pour la Méditerranée. À partir de mars, on avait en effet associé les 2 processus successifs avec le nom processus de Barcelone, Union pour la Méditerranée. À partir du mois de décembre dernier, donc le sommet du 12 décembre, on n'a plus parlé que de Union pour la Méditerranée. Deuxième série de décisions, des avancées en matière de fonctionnement des institutions. Le siège du secrétariat a été fixé à Barcelone et son secrétaire général sera d'un pays originaire du Sud, d'un pays du Sud de la Méditerranée. Le secrétaire général sera assisté de 6 secrétaires généraux adjoints. Il a fallu composer entre toutes les tendances. Le secrétaire général adjoint, donc, il y en aura un Israélien, un Palestinien et un Turc, donc pour les pays du sud de la Méditerranée ou de l'est de la Méditerranée, un Italien, un Grec, un Maltais, donc des Européens, mais des Européens du pourtour méditerranéen. Deuxièmement, les statuts du secrétariat devront être adoptés par les hauts fonctionnaires des différents pays membres avant la fin de février 2009, le secrétariat en tant que tel devant être mis en place à Barcelone, donc d'ici mai. Troisièmement,
on prend des décisions sur les mécanismes d'adoption des projets. Les priorités stratégiques seront adoptées par les 43 pays membres et les projets seront ensuite mis en œuvre sur la base du principe de géométrie variable. Enfin, un accord, pour mémoire, est trouvé avec la République tchèque, actuellement présidente de l'Union européenne, sur la coprésidence du côté de l'Union européenne, puisque les deux coprésidents ont été déterminés, la France d'une part et l'Égypte d'autre part. Un grand nombre de pays a manifesté un fort intérêt pour la réalisation de projets concrets dans les 6 domaines qui avaient été identifiés lors du sommet de Paris. Et donc nous avons toute une série de conférences sur des sujets spécialisés qui sont programmés pour toute l'année 2009. Sachez qu'évidemment, les événements de Gaza, que nous a rappelé M. Khoury à l'instant, ont entraîné, à la demande des pays arabes, un report des premières réunions qui devaient se tenir au mois de janvier. Il y avait un groupe de travail sur les statuts qui était prévu à Barcelone les 15 et 16 janvier pour l'instant, donc il est reporté, ainsi qu'une première réunion au niveau des fonctionnaires pour l'ensemble des pays membres qui était prévue le 21 janvier à Bruxelles. Donc on voit bien la fragilité en même temps de ce processus. Il est un processus extrêmement volontariste puisqu'il espère qu'avec des projets concrets, on va pouvoir créer des solidarités, mais en même temps, on voit bien que dès que les armes parlent, on a du mal à maintenir le calendrier tel qu'il est prévu. Donc je voudrais simplement, pour terminer, rappeler les grands objectifs que nous voyons, nous Français, dans cette initiative, et que nous espérons enregistrer grâce à l'Union pour la Méditerranée. Pour la première fois, donc, faire asseoir à table à Paris et à Marseille, ça s'est effectivement réalisé ensemble des dirigeants israéliens et des dirigeants des pays arabes. Mettre en place des institutions, nous sommes en train de le faire, nous espérons que l'échéance de mai pourra être tenue pour la mise en place des différentes institutions. Enfin, troisièmement, l'ensemble du lancement de projets concrets et c'est l'espérance que ces projets arriveront à favoriser une coopération régionale et susciteront une dynamique qui aboutira à une plus grande stabilité, au développement économique et à une solidarité effective entre tous les pays de l'Union européenne et du pourtour méditerranéen. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Effectivement, ça nous rappelle toute l'aisance que nous avons d'être parmi d'éminents professeurs, de pouvoir un peu nous libérer de carcan de notre profession et de nous livrer à des pensées avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà un mot que j'ai entendu tout à l'heure et beaucoup de définitions de ce projet méditerranéen. J'ai entendu enthousiasme, j'ai entendu générosité, j'ai entendu fragilité, volontarisme et ambition. Et à travers ces caractéristiques, je voudrais parler un peu de ce projet méditerranéen sur le plan historique. Sur le plan historique, c'était une grande ambition depuis nos lectures d'étudiants, d'enfants, à travers l'Odyssée et l'Iliade jusqu'à aujourd'hui. La Méditerranée a été toujours dans notre littérature, dans notre bien-être et dans notre genèse, tellement, comme l'a dit un des intervenants, un berceau des civilisations. À l'époque, il y a toujours un mélange de populations à travers cette rive, à tel point que nous avons des périodes de grandes civilisations, des noms de tous les pays de la région dans une même ville, aussi bien en Andalousie ou à l'époque de la régence de l'Alger jusqu'à maintenant, nous avons en Algérie des noms qui veulent dire sicilien, qui veulent dire
corsés, qui veut dire bosniaque, qui veulent dire... ce sont d'origine méditerranéenne et qui sont encore présents dans notre arbre généalogique. Ce phénomène s'est transformé au XXe siècle à travers les constructions d'ensemble. Ce projet a accompagné toute la construction européenne. En 1957, lorsque le traité de Rome a été signé, nous étions en pleine bataille d'Alger. L'Algérie, c'était 3 départements totalement membres de la CE, avec tous les droits. Et ces droits ont été sauvegardés jusqu'en 1968, 6 années après l'indépendance de l'Algérie. Et nous ressentons dans la rive sud de la Méditerranée que plus l'Europe s'agrandit vers le nord, et plus on oublie un peu la frontière, son flanc sud. Et pourtant, ce flanc sud a été déterminant pendant la Deuxième Guerre mondiale pour la sécurité de l'Europe. Nous savons très bien qu'au niveau du processus de la CSE d'Helsinki en 1974, les pays riverains de la Méditerranée ont demandé d'avoir leur basket, leur panier, pour qu'on pense un peu à la Méditerranée. Un espèce de parent pauvre. Et tout le mérite, justement, du président Sarkozy, c'est d'avoir attiré l'attention sur cette région. Il est clair que depuis 1957, nous avons assisté à un certain nombre d'initiatives. 1992, le premier traité de Lisbonne, le Conseil de Lisbonne, c'était un projet euro-maghrébin qui a fait long feu et qui s'est transformé à partir de 1994 avec un projet euro-méditerranéen qui incluait pour la première fois des pays de la rive sud de la Méditerranée, ceux qui ont été énoncés par le professeur, le dernier intervenant, et au point où nous avons discuté pendant une année cette déclaration de Barcelone avec ces trois volets, une grande ambition. Alors là, la générosité, c'était au moment où il y avait une embellie extraordinaire au Moyen-Orient avec les accords d'Oslo et le gouvernement Rabin, et tout le monde était enthousiaste et voulait absolument saisir cette occasion pour faire un grand projet. Mais une fois que les événements se sont un peu accélérés en Israël et au Moyen-Orient après l'assassinat de Rabin, le processus de Barcelone a plus ou moins disparu. Mais ce n'est pas ça la raison. La raison principale, c'est que dans le traité de Barcelone, on parlait de 3 libertés. La liberté de circulation des personnes, des capitaux, des services, des marchandises, tout. Sauf l'essentiel, l'être humain. L'être humain n'avait pas le droit de circuler librement. C'était au moment où Schengen était apparu et que l'Europe forteresse s'est installée. Elle a fermé ses frontières à ces pays auxquels on a montré une certaine générosité avec de grandes ambitions. Ça n'a pas marché parce que le dernier volet culturel et social et humain, qui était important, qui pouvait préparer le premier volet politique concernant les questions sensibles auxquelles le dernier intervenant s'est référé, les problèmes des libertés, des droits de l'homme, etc., n'ont pas pu se développer. Il est resté un semblant de zone de libre-échange, mais étant donné les rapports de force, ça a beaucoup plus servi les pays européens que les pays du Sud. Il est clair que 10 ans après, deuxième Barcelone, c'était vraiment le constat d'échec. 2 ou 3 questions ont été évoquées, des questions qui concernaient beaucoup plus les Européens, l'immigration et le terrorisme. Donc voilà de quelle ambition nous avons commencé jusqu'à cette
jusqu'à ce constat d'échec en 2005. Alors, beaucoup de perspectives. Nous avons considéré à un certain moment que la Méditerranée devait se former en tant que projet viable si on éloigne un peu cette zone des turbulences du Moyen-Orient. Et nous avons créé ce dialogue de 5+5. Ça concernait beaucoup plus les pays de la zone occidentale pour ne pas se perdre dans les difficultés du processus de paix et auquel ni l'Europe ni les pays de la rive sud de la Méditerranée ne pouvaient atteindre les objectifs qui sont aussi difficiles jusqu'à aujourd'hui, bien entendu. Le forum méditerranéen aussi a été intéressant et a permis d'élaborer des analyses assez intéressantes et qui ont alimenté un peu tout ce processus. Que dire des contours de la Méditerranée? Alors, il est clair que si on a fait référence un peu à la difficulté d'intégrer la Croatie, l'Albanie, dans tout ça, et puis les pays arabes, lesquels, etc. On a beaucoup plus parlé pendant cette soirée. J'ai eu l'impression de beaucoup plus de parler de dialogue euro-arabe que de Méditerranée. Et c'est une façon trop politique, à mon humble avis, et qui ne permettrait pas de mettre en place des mécanismes avérés qui pourraient fonctionner à terme, c'est-à-dire avec la nouvelle vision de l'Union pour la Méditerranée, une gestion de projets en commun. Alors, alors aussi, mon œil, les organisateurs m'ont invité pour intervenir en dernier, parce qu'ils connaissent un peu mon regard critique sur tout, malheureusement. Et là, je crois que l'ambition est tellement importante qu'elle est source de fragilité pour le projet. Les membres de l'Union pour la Méditerranée, beaucoup de pays ont des ambitions différentes. Ils sont à un degré différent. On ne peut pas comparer la Turquie, pour laquelle il y a des promesses d'adhésion et qui a dépassé l'union douanière et qui est dans un processus d'intégration dans l'Union européenne. On a créé un nouveau statut pour le Maroc en disant que c'est comment on appelle ça, un statut avancé. Alors, c'est comme si les autres avaient reculé. Il y a certainement des pays qui ont bénéficié des avantages de Barcelone et la politique de voisinage au plus que les autres. Il est clair que la construction européenne est telle, les défis sont tels, la préparation à l'élargissement, les difficultés d'intégration des nouveaux, qu'on ne peut pas regarder de la même manière les pays de la rive sud de la Méditerranée. Alors, si vous n'avez pas à la clé l'adhésion à l'Union européenne, il restera toujours des difficultés de fonctionnement au niveau de tout, un foisonnement de projets, mais qui n'ont jamais abouti. Parce que c'est l'évidence même. C'est une gestion quotidienne. Alors, je ne veux pas vous embarrasser de détails, mais là aussi, la générosité va créer la fragilité. C'est les structures auxquelles on a pensé. À mon humble avis aussi, c'est trop lourd.
c'est trop lourd. Un secrétaire général avec 6 adjoints, et on intègre la Ligue arabe, etc. J'ai l'impression que c'est du surréalisme et ça ne peut pas fonctionner. Là, vous avez vu des projets beaucoup plus simples ne pas fonctionner, être fragilisés par de simples, plus petits événements. Aujourd'hui, après les événements de Gaza, et je termine, dans les rues des pays de la rive sud de la Méditerranée, on a dit il ne faut pas adhérer à cette union pour la Méditerranée. Alors, pour dire, dans la rue, les gens sont un peu spontanés, ne sont pas des initiés, les gens ne sont pas initiés, mais parce que, justement, lorsqu'on politise les projets de ce genre, nous avons ce genre de réactions qui viennent de la rue. Nous avons également, tel que mon collègue l'ambassadeur de France l'a mentionné, une demande de report des échéances parce qu'il y a eu un événement au début du mois, au mois de janvier, fin décembre, au mois de janvier, à Gaza. Donc on est tributaire également de ces événements. Moi je pense qu'on a besoin d'un peu plus de rationalité, de moins d'ambition, de plus de réalisme. Je pense qu'il va falloir encore une fois rediscuter sur la manière d'avoir un projet viable et important et qui puisse être accepté, intégré aussi bien dans la construction européenne que dans les pays acceptés par la population, l'opinion publique, dans les pays de la rive sud de la Méditerranée. S'il s'agit de trouver un cadre dans lequel on peut régler la crise du Moyen-Orient, à mon avis, c'est peine perdue. Je vous remercie. Vous avez parlé d'une région qui vous est chère, bien sûr, qui est celle de l'Est de la rive méditerranéenne, mais il y a d'autres tensions autour du pourtour méditerranéen, y compris au sein du Maghreb arabe. Donc il y a toujours ces tensions, elles explosent parfois, comme on vient de le voir dans la bande de Gaza. Ce que nous disons, ce qu'a voulu exprimer le président Sarkozy en promouvant cette idée, c'est que, comme on l'a fait, si vous voulez, pour arrimer définitivement la France et l'Allemagne ensemble, et qu'il n'y ait plus jamais de guerre entre ces deux pays, c'est qu'il fallait créer des projets économiques, des projets sociaux pour empêcher que la guerre ne se produise à nouveau. Quand il y aura des projets de part et d'autre de la frontière entre Israël et la future Palestine, les risques de guerre seront sans doute moindres. C'est l'idée, c'est peut-être l'utopie. En tout cas, c'est bien ce projet-là. Avant d'aller à la prochaine question, je crois que M. Courir a une petite correction à faire. Pas de correction, simplement aller dans le sens de l'utopie. Je pense qu'il est très difficile aujourd'hui d'arrimer les pays du Moyen-Orient entre eux, comme ça a été le cas, et après 2 conflits mondiaux considérables, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, historiquement, avec des personnalités comme le général de Gaulle et Adenauer, il y a eu là une réelle volonté en Europe de bannir la guerre. Nous n'en sommes pas là. Nous sommes plutôt, historiquement, à l'époque des guerres de religion et à la rivalité entre 2 mouvements majeurs de l'islam qui sont le sunnisme et le chiisme, et entre 2 impériums, l'impérium turc jusqu'à présent et celui croissant et important des chiites. Donc je crois qu'une première observation sémantique, c'est union de la Méditerranée fait participer tout le monde et n'a pas des relents d'ancien colonialisme. Et union pour la Méditerranée, ça change le sens, c'est dommage. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait, mais c'est dommage qu'il y ait cette régression
plutôt que l'union de la Méditerranée, même si elle a été étendue, cette Méditerranée, aux pays qui ont une population méditerranéenne, comme la Hollande ou l'Allemagne. Ça ne m'empêchait pas. Je ne veux pas accaparer trop longtemps la parole, mais ce que je veux dire, c'est que le processus, et j'ai beaucoup travaillé sur la construction européenne avec quelqu'un qui a été le directeur de cabinet de Jean Monnet, qui est Georges Berthois, qui est lui-même actuellement effondré par ce qui se passe au Moyen-Orient, et qui aurait voulu que ce processus qu'il a largement mis en place avec Monnet dans les années 51-52 soit contagieux pour le Moyen-Orient. Mais là, ça soulève une quantité de questions. Il a fallu que l'économie le permette en Europe, il a fallu que la reconstruction le permette, il a fallu que des systèmes démocratiques qui ont été issus de siècles d'évolution le permettent. Nous n'en sommes pas là au Moyen-Orient. Nous sommes dans une situation où les systèmes et les codes ne sont pas ceux de la démocratie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une forme de démocratie dans l'islam. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rationalité dans le fonctionnement des régimes musulmans, que ce soit celui de l'Iran ou celui de l'Égypte. Donc il faut vraiment être très prudent dans la comparaison, et c'est ça que je veux dire, dans la comparaison des situations. On ne peut pas, à mon avis, et là, c'est aussi bien l'historien, avec le recul que j'ai essayé de donner à mon intervention, que l'homme engagé que je suis, car je peux avoir deux casquettes, celle de l'historien qui cherche au maximum à être objectif, et celle de l'homme engagé qui voit devant lui des injustices se commettre. Mais là, ce n'est pas une question d'injustice, c'est une question fondamentalement de décalage de développement. On ne peut pas demander à ces pays de faire le saut qui a été fait par l'Europe entre le XIIe siècle, la construction urbaine, et les Lumières au XVIe, au XVIIe siècle, le développement industriel et l'accentuation de la démocratie et des systèmes sociaux. On n'est pas là. Donc, voilà. Excusez-moi, en portant deux casquettes, ça doit encore être encore plus difficile d'être court, mais... C'est fini. On va à l'arrière de la salle. Oui, bonsoir. Monsieur Khoury, je vais vous redonner la parole, donc vous allez pouvoir reparler, vous voyez. Parce que ma question s'adresse à vous. En fait, si j'ai bien compris, enfin merci à tous les autres participants, c'était vraiment très très intéressant. En fait, si j'ai bien compris, la frustration et l'islamisme en fait est né d'un déséquilibre historique entre des minorités et majorités, et en fait que ce soit les minorités qui aient eu le pouvoir, au moins à qui on a donné le pouvoir. Alors maintenant, moi j'aimerais prendre le cas du Liban, dont vous êtes citoyen. Si, à ma connaissance, le Liban a une constitution qui donne la présidence de la République à un maronite, la présidence de la Chambre des députés à un chiite, et le Premier ministre est sunnite, c'est bien ça? D'accord. Alors, est-ce que vous pensez, puisqu'il y a un déséquilibre clair au Liban des religions, parce que je pense, quand je lis l'Atlas Éco, qui sont vraiment très très généreux vis-à-vis des chrétiens, ils disent maximum 30%, mais moi je ne crois pas qu'au Liban il y a 30% de chrétiens, je pense qu'il y en a un peu moins, mais quoi qu'il en soit, ils sont minoritaires. Vous ne pensez pas qu'il serait maintenant temps de changer justement, pour recréer moins de frustration, de changer cette constitution et de donner la présidence peut-être... Alors, d'abord, les chiffres que j'ai recensés à l'Institut de démographie en France, les chiffres sont de 36%, toutes communautés chrétiennes confondues, il y a maronites, grecs catholiques et grecs orthodoxes. Donc il y a plus que 30%, il y en a 36%. Ce qui est devenu une minorité par rapport à l'islam sunnite et chiite qui est majoritaire. C'est-à-dire que si vous prenez les sunnites, et là les chiffres sont aussi aux alentours de 26, 27, 28, 29%, mais les chiites sont dans une fourchette entre 32 et 35%. Donc si vous additionnez sunnisme et chiisme, vous avez une majorité qui d'ailleurs a existé très vite dans les années 30. C'est pourquoi au Liban, il n'y a pas de recensement depuis 1932. Ça, c'est le premier point. Quant à la nécessité de revoir la constitution libanaise, c'est ou d'un point de vue juridique, ce qui a été fait à Taïf en 89, à la fin de la période dite de la guerre civile, que pour ma part je qualifie de guerre au Liban, avec plusieurs casquettes de guerre, parce qu'il n'y a pas eu qu'une guerre civile, mais je ne veux pas trop longtemps prendre la parole et donc j'abrège. Il y a une nécessité d'intégrer dans le fonctionnement politique libanais le réel poids de la communauté chiite, non seulement démographique, mais également sur le plan de son action au Liban, tout en espérant que cette intégration
se fasse avec l'intelligence d'un dépassement, si on veut être utopique, du confessionnalisme qui est encore inscrit dans la constitution libanaise. C'est un mélange de réponses pragmatiques et utopiques. Monsieur Jagafa, Je ne peux pas résister à ne pas intervenir parce que, madame, bien que votre question soit importante, j'aimerais rappeler dans cette salle que le Liban aujourd'hui elle est au-dessus de ce petit clivage confessionnel. Malgré tout ce qu'on pense, nous sommes à l'heure actuelle entrés dans une logique, pour la première fois dans notre histoire contemporaine, logique de la nation libanaise, je l'espère. Aujourd'hui, revenir de parler de minorités chrétiennes ou chiites ou sunnites ou druzes au Liban, je crois que ce débat est dépassé. Et je vous rassure qu'aujourd'hui, que le président de la République soit chrétien au Liban, c'est une demande, c'est une exigence musulmane. Monsieur l'ambassadeur, je vous en prie. Oui, merci. Moi, je voulais mettre à profit l'intervention de la dame pour attirer l'attention sur le Maghreb où il n'y a pas de minorité religieuse. Les problèmes sont différents. Mais au Maghreb, le facteur religieux a été justement un facteur de déstabilisation important, évidemment à cause de l'absence de cette influence européenne et à cause de ces échecs de regard vers les pays du Maghreb. J'évoquais tout à l'heure le troisième volet de Barcelone. Il était très ambitieux, il était très important. Je reviens à la première question de tout à l'heure. J'avais parlé de la population, de l'opinion publique. C'est une excellente question. Parce que dans la rue, on regarde au-delà de la Méditerranée en termes de difficulté de voyager, parce que les Européens donnent des quotas pour permettre à des touristes d'aller voyager. Et cette crainte de l'immigration sauvage, etc., qui a permis à des mesures exorbitantes, vu de l'opinion publique dans mon pays, dans ce sens-là. Et ce regard est différent. Et ce regard devient méfiant également vers tous ces projets-là, Barcelone, Union de la Méditerranée, Union pour la Méditerranée, etc. Alors, ce qui est important, j'en ai fait référence tout à l'heure, c'est une capacité managériale d'enjeux autour de la Méditerranée. Les enjeux de la Méditerranée qui intéressent l'Union européenne. Lorsque le projet européen a été construit, c'était sur le charbon et sur l'acier, entre la France et l'Allemagne, et puis c'est passé à 4 pays, 6 pays, jusqu'au chiffre d'aujourd'hui. Alors, autour de la Méditerranée, la Méditerranée, vous avez des ressources énergétiques importantes, vous avez des atouts importants, vous avez des questions, et c'est ça l'intérêt pour le projet de l'Union pour la Méditerranée, c'est qu'il y a des projets. Il y a des projets. Et je crois qu'on devrait beaucoup plus insister sur ces capacités managériales, trouver des moyens de financement et aller vers ce sens-là. C'est à partir de là que nos opinions publiques, que ce soit au nord ou au sud, accepteront le projet, pousseront le projet et lui apporteront un soutien. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Une prochaine question se trouve ici. Oui, je suis Willem van Eekelen. Et je pense comme Néerlandais que la plupart de mes concitoyens pensent en effet qu'il faut renforcer la coopération avec les pays de la Méditerranée. C'est important aussi pour nous parce que à peu près 10% de notre population a son origine dans cette région. Mais, comme monsieur l'ambassadeur de l'Algérie, nous pensons qu'il faut adopter une position un peu plus rationaliste et
pas trop généreuse, peut-être même. C'est-à-dire que nous jugerons les résultats de l'Union sur les mesures, les projets concrets. Et jusqu'ici, je n'ai pas entendu beaucoup encore. Alors, on ne peut pas dire grand-chose sur les résultats. Mais j'ai 3 questions. D'abord, le mot « union ». Moi, je n'aime pas vraiment le mot « union » parce que personne ne sait qu'est-ce que ça signifie. Et on a beaucoup des unions un peu partout. Alors, c'est un mot sans valeur pour moi, en tout cas. Deuxièmement, la question est pourquoi une union pour ou avec ou de la Méditerranée? Est-ce que ça ajoute quelque chose aux possibilités qu'on a déjà? Et personnellement, j'ai une certaine expérience dans l'intégration européenne. La Commission, il y a 3 ans, a relancé cette idée d'une politique de bon voisinage, New Neighborhood Policy en anglais. Pourquoi on a besoin de quelque chose de plus? Parce que dans cette politique de bon voisinage, on a des plans d'action très concrets, peut-être même trop élargis, mais quand même très concrets avec tous les pays individuels. Qu'est-ce qu'on peut faire si vraiment on aime les projets concrets? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? Et finalement, je ne fais pas de plaidoyer pour la Turquie, mais c'est clair que la Turquie a interprété cette initiative comme une façon d'éviter leur accession à l'Union européenne. Alors, ces 3 questions, j'aimerais poser au panel. Bon, je pense que c'est un peu... L'UPM se trouve un peu dans la même situation que l'Union européenne au moment que Henry Kissinger disait toujours chaque fois que je vais appeler l'Union européenne, personne ne répond. Parce qu'il n'y a pas effectivement dans le panel quiconque responsable de l'Union pour la Méditerranée, parce que c'est encore donc en état de construction. Je regarde vers vous, M. Blarel, comme le plus apte pour répondre à ces questions, dont je remarque que la dernière question était plutôt une vision qu'une question. Mais donc, pourquoi union et qu'est-ce que ça peut ajouter? Pourquoi union? C'est dans le libellé du projet le seul mot qui est resté. Et le reste a changé autour de la Méditerranée, pour la Méditerranée, de la Méditerranée méditerranéenne. Dans l'image du président Sarkozy, il s'agissait bien d'unir autour de projets communs les pays autour de la Méditerranée. Et le mot union est resté. Alors qu'on a d'un côté l'Union européenne, avec tous les pays membres, les pays du pourtour méditerranéen, du sud, de l'est, et ceux qui restent du nord d'ailleurs, qui ne font pas partie de l'Union européenne, la Croatie, la Bosnie, Monaco. Je pense qu'on a voulu en faire un projet mobilisateur derrière ce mot d'union, pour marquer qu'on dépassait les clivages géographiques, politiques ou les conflits. Le mot, encore une fois, marque plus une volonté de mobilisation. Il marque également la volonté de construire un mécanisme, un fonctionnement. Je rejoins là votre deuxième question. Il y avait déjà, vous l'avez souligné, un certain nombre de mécanismes. La politique de voisinage d'une part, et le processus euro-méditerranéen. La volonté du président Sarkozy, en transcendant ces mécanismes qui existaient, ces dispositifs de financement de projets, était de monter, si vous voulez, un projet véritablement plus politique, en reliant ces pays autour, non plus de mécanismes de financement, mais véritablement de projets autour desquels ils s'uniraient.
En ce qui concerne la Turquie, vous avez émis effectivement une opinion. Ce que je remarque, c'est que la Turquie continue à négocier avec l'Union européenne, chapitre par chapitre, son processus qui l'amènera à l'adhésion. Nous ne sommes pas arrivés encore à l'étape où il faudra décider si nous abordons les derniers chapitres, et donc la question véritablement de l'adhésion, mais ce processus, y compris d'ailleurs pendant la présidence française de l'Union européenne, s'est poursuivi. Il n'est pas question de l'arrêter. Merci. Je m'appelle Dumarchi, du Fondation GSM pour énergie solaire à grande échelle. Et je veux parler du projet, du plan solaire, qui est le projet, ma foi, le plus important projet de l'Union de la Méditerranée. Et ce n'est pas vrai ce que M. Van Eekeren a dit. Les projets sont importants et ils ont bien beaucoup de succès. Il y a déjà 120 projets solaires et éoliennes en énergie renouvelable. Déjà 3 gigawatts de centrales solaires, 3 gigawatts de centrales éoliennes. Et il y a déjà... Excusez-moi de vous interrompre un tout petit instant. C'est très bien de remarquer toutes ces choses positives. Est-ce que vous allez aboutir dans une question? Oui, bien d'accord. Il y a des membres des pays participants au ce projet. La France, naturellement, et l'Algérie, naturellement, mais pas les Pays-Bas. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'entreprises néerlandaises qui sont actives au sujet. Seulement, mon demande aux ambassadeurs de France et l'Algérie est-ce que vous êtes disposé à adresser une demande formelle aux Pays-Bas d'assurer un plan solaire à titre de participants? Dus voulez-vous demander à notre gouvernement de participer? De la proximité géographique. On ajoute une deuxième question tout de suite, et puis le panel aura l'occasion de répondre à toutes les questions en même temps. Je suis totalement d'accord avec les mots de M. Kazan et des autres concernant toutes les différences sur le plan juridique, démocratique et religieux en tant qu'un empêchement pour avoir une union avec succès. Si on fait une comparaison avec un organisme comme la Ligue arabique et également l'ONU, on peut dire que c'est une existence assez marginale. Et si on prend une comparaison avec l'Union européenne, avec sur tous ces plans un niveau qui est beaucoup plus proche, on peut dire que le succès a causé de ces faits. Mais à côté de ces faits, allez vers une question concrète, s'il vous plaît. Oui, bien, monsieur. Ne croyez-vous pas que le succès éventuel de l'Union ne dépend que de la création de 2 États palestiniens, un pour les Palestins et l'autre pour les Israéliens, mais sous la condition qu'ils se rétractent sous la limite de 1967. Et étant donné que dans le monde entier, nous avons l'expérience que l'absence d'une solution à ce sujet a paralysé beaucoup d'organismes mondiaux et partiellement mondiaux. Et avec cela, peut-être on n'a pas besoin de nouveaux organismes comme cette union sans solution à ce sujet. Donc, recommençons par la question du monsieur de l'énergie solaire. Est-ce que la France et l'Algérie seront prêtes à poser cette question aux Pays-Bas? Pardonnez-moi, en tout cas, de ne pas être suffisamment spécialiste pour répondre à cette question, mais je ne vois pas pourquoi des projets
qui sont soutenus par monsieur, avec lequel j'avais déjà eu l'occasion de bavarder une soirée, je m'en souviens, ne pourraient pas être présentés comme des projets à soutenir. Je pense que s'il y a des entreprises néerlandaises qui sont spécialisées et qui sont capables de présenter des projets dans le domaine solaire ou éolien, elles devraient être capables de le faire à travers leur gouvernement dans les instances de l'Union pour la Méditerranée. Vous vous joignez à cette réponse, M. Aven? Oui, à peu près la même chose. Vous savez, vous nous avez interpellés comme si vous n'avez pas eu de réponse de nos gouvernements sur ces questions-là. Vous savez, la préoccupation de l'Algérie, c'est après avoir épuisé ses ressources non renouvelables. Donc la question du solaire est une question qui est prise avec grande attention. Je vous invite à vous rapprocher de la section économique de l'ambassade. Il y a énormément de projets pour les années futures. Je vous avance que des projets ont avancé avec vos partenaires en Espagne, en Allemagne et les Pays-Bas, bien sûr, ont évoqué la question solaire au niveau de... Lorsque les projets ont été discutés au sommet du 13 juillet 2008, qui a conçu l'Union pour la Méditerranée, la question de l'énergie solaire était alors toujours au niveau du programme de l'UPM. Il n'y a pas de doute. Merci. Avant de prendre une dernière question de la salle, je tiens à remarquer que si le modérateur est de temps en temps un peu dur avec les intervenants dans la salle, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde, il n'y a pas toute la nuit devant nous. C'est seulement pour ça, pour rien d'autre. Qui d'entre vous? On n'a pas répondu. Oui, mais peut-être qu'il y en a quelqu'un d'autre qui n'a pas encore eu la possibilité de poser sa question. Sinon... Donc, c'est à vous. Je reviens avec le micro. C'est pas la peine de répéter ma question d'être bref et concise. J'ai juste parlé et j'ai posé une question, donc nous pouvons gagner le temps. Pourquoi? Non, je ne fais pas. Donc, je sais qu'il y a encore une question auprès du directeur de l'Alliance française, qui est l'organisateur avec le Politique Café. Excusez-moi. Merci. Je m'appelle Fahad Al-Rouhi, je suis diplomate de l'Arabie Saoudite et je suis aussi étudiant, je suis doctorant à l'Université de Leiden, donc je suis collègue à tous les intervenants. Oui, ma question concernant les pays qui ne sont pas dans le monde arabe, qui ne font pas partie de région méditerranéenne. Alors qu'est-ce qu'ils profitent dans ce projet? Parce qu'on lit toujours dans les médias arabes qu'il y a le souci que ça va diviser encore le monde arabe dans des pays méditerranéens qui profitent et des autres pays qui ne profitent pas. Et ça va aussi élargir les divisions qui sont déjà là, comme on a vu dans la dernière crise de Gaza. Donc, d'un point de vue français, qu'est-ce que son excellence? Je vais peut-être répondre à la question de monsieur. D'abord, enfin, essayer, parce que je pense que vous aurez autant de réponses que d'intervenants dans le panel. Sur la question de la résolution des problèmes politiques avant de commencer les projets, ma réponse en tant que Français, c'est de soutenir le projet de mon président et de dire commençons par faire des projets. Si on attend la résolution des problèmes politiques, on n'en fera jamais des projets. Sur la question que vous venez de poser, vous avez certainement raison. Il a fallu faire des choix et découper des régions en ne maintenant dans le projet de l'Union pour la Méditerranée que les pays strictement riverains, les pays strictement riverains de la Méditerranée. Je crois qu'il y a la Jordanie quand même. Oui, bien sûr. Mais votre pays, par exemple, ne fait pas partie, comme beaucoup d'autres pays arabes ne font pas partie de l'Union pour la Méditerranée. Pour les pays arabes qui recherchent en permanence
une unité plus grande, je comprends ce que cela peut avoir de décevant. Je suis parfaitement conscient de votre frustration, d'autant plus, encore une fois, que certains pays arabes sont dans le projet, d'autres n'y sont pas. C'est clair. Mais le critère était un critère géographique, c'est ce qui explique déjà la difficulté de sélectionner certains pays. Voilà, je n'ai pas d'autre, malheureusement, réponse à vous donner que oui, je suis d'accord, ça augmente la fracturation du monde arabe. Monsieur Dany, je vous en prie. Oui, bien sûr, je vois mon collègue, l'ambassadeur du Cameroun ici. Vous voulez intervenir? Allez-y. Merci beaucoup. C'était justement dans la même veine que monsieur, et maintenant dans le cadre de l'Afrique. Est-ce que la création de l'Union pour la Méditerranée avec des États africains et notamment du Maghreb ne va pas fragiliser une fois de plus l'Union africaine et les États africains? Merci. Voilà, j'allais lui suggérer la question, elle l'a posée, et effectivement, parce que il y a des ensembles qui existent, préexistants, qui sont là. Nous avons la Ligue arabe, nous avons l'Union africaine, et qui ont des projets d'ensemble, des projets économiques, des projets politiques, etc., qui est très, très important. Et à Bruxelles, on a un peu saucissonné un peu l'Afrique en un or plus ou moins utile et des ACP dans lesquels on leur donne des quotas de produits à exporter. Cette vision, nous ne la partageons pas en tant que pays africain. Nous voulons un traitement pour l'Afrique dans son ensemble, etc. Alors, est-ce que le projet de l'Union pour la Méditerranée contredit cette vision pan-arabe ou cette vision pan-africaine? Pour certaines raisons, oui, mais pour l'essentiel, non. Parce qu'il s'agit d'un projet subrégional, comme cela existe dans les pays, entre les pays arabes, entre l'UMA par exemple, et les pays du Conseil du Golfe, ou bien en Afrique, vous avez des organisations subrégionales. Il faut l'accepter en tant que tel, et je ne pense pas que ces pays auront des avantages supérieurs par rapport aux autres, et vice-versa. Il s'agit d'une gestion de préoccupations communes qui ont été très bien recensées à Paris, c'est-à-dire les questions de sécurité, des problèmes d'environnement, des problèmes de gestion d'eau et quelques questions qui concernent. Il s'agit d'une institution spécifique. Merci. Merci. Je donne la parole pour la dernière question. Oui, j'espère une réponse brève. Quelles seraient les conséquences d'une nouvelle mission de la Turquie au sein de l'Union européenne si le projet s'établissait ainsi? À Monsieur Persine, en fait. Les conséquences, si la Turquie n'était pas... Oh, c'est une redoutable question. Je crois que ça poserait quand même de très gros problèmes de développement de la région, à la fois économiques, sociaux, politiques. Ce qui fait que, comme je disais tout à l'heure, la Turquie veut être sur les deux, à la fois sur l'Union européenne et après sur l'Union pour la Méditerranée. À mon avis, ça soulèverait énormément de difficultés pour le développement de cette région, me semble-t-il. Après, combien de temps ça va prendre? Alors là, je vous répondrai pas, je n'en sais rien. Un certain nombre d'années, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de questions, me semble-t-il, à régler, politiques, de rapport avec les voisins, etc. Donc il n'est peut-être pas
nécessaire de vouloir trop se précipiter. Peut-être que les uns et les autres ont le souci d'y arriver. Amené avec volontarisme et ténacité pour le futur de l'Union de la Méditerranée. Je ne sais pas si l'enthousiasme et l'optimisme est partagé par tout le monde présent. D'autant plus important pour nous tous de suivre de proche et avec tout nous pouvons y ajouter la suite de ce processus. Je remercie bien entendu d'abord les intervenants, les diplomates aussi bien que les scientifiques qui ont tout chacun partagé leur vision avec nous. Je tiens à remercier aussi Madame Van Ittera-Amérique, la présidente de la coopération de l'Alliance française en terre, donc pas seulement la Haye. Et bien entendu, je vous remercie tous pour être venus et pour être participants dans ce débat. Merci beaucoup. Merci à l'Alliance française de la Haye pour avoir organisé ce nouveau débat. Dernièrement, un point de l'ordre très important il y a un verre pour tout le monde à la sortie. Soyez le bienvenu. We kunnen ook even naar buiten lopen en dan... Ja, laat weten hoe het werkt. Et en plus, Oui, il y a des éléments positifs. Félicitations, mais c'est pour ça que je suis venue ce soir. Je voulais entendre comment ça sera. Non. On se fait un peu de soucis. Mais bien sûr, Est-ce que tout le Maghreb va nous lâcher comme cela? Madame la Mes félicitations, c'était très bien. C'est fréquent.